Bienvenue à tous. Voilà 2 semaines, cela fait 2 semaines que le Maroc a fait sa demande d'adhésion à la CEDEAO et les choses bougent. Un nouvel ambassadeur du Maroc a été désigné. L'agenda d'une adhésion formelle se précise. On parle de juin, mais attention, des voix de plusieurs officiels se font entendre, certains pour, certains contre cette adhésion. Alors justement, cette adhésion du Royaume, pays du Nord, à la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, est-elle si simple? C'est le premier sujet des décodeurs atlantiques. Vos décodeurs ce matin, Jawad Kadoudi, bonjour. Bonjour Benoît. Vous êtes le président de l'IMRI, l'Institut marocain des relations internationales. Aziz Saïdi est également avec nous ce matin, bonjour. Bonjour Landry. Rédacteur en chef de La Tribune Afrique. En deuxième partie, nous parlerons du retour de la famine sur notre continent. L'état de famine est déclaré au Soudan du Sud depuis maintenant 3 semaines. 3 autres pays sont aussi fortement menacés. Le Nigeria, la Somalie et le Yémen. Ce sont près de 20 millions de personnes qui sont directement menacées. 1,4 million d'enfants en danger de mort et des milliards de dollars à dégoter pour répondre à l'urgence. Alors, va-t-on vers la pire famine depuis 20 ans? Pourquoi? Comment en est-on arrivé là? Vous nous le direz en deuxième partie à partir de 9h45. Le décodeur atlantique, c'est parti. 55 77 pour réagir et poser vos questions par SMS, CDIRA TTC ou bien la page Facebook Les Décodeurs Atlantiques. On parle donc ce matin, en premier sujet, de cette demande d'adhésion du Maroc à la CEDEAO. Cela fait 2 semaines, les choses bougent, on le disait. Est-ce que c'est si simple, franchement, Aziz Saïdi, pour le Maroc d'adhérer à cette communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest? A priori non, parce que une qualité de membre à part entière engagerait beaucoup de choses, et notamment la circulation des biens, des services, mais aussi des personnes. Ça engagerait aussi de s'inscrire dans le processus d'intégration qui comporte aussi une monnaie unique, un tarif extérieur unique. Donc ça engage beaucoup de choses. En tout cas, il faut pas se dire, la volonté d'intégrer la CEDEAO est en soi une bonne chose, parce qu'elle confirme la propension du Maroc à vouloir s'intégrer de plus en plus dans son continent, dans les organisations continentales, mais aussi régionales. Et par contre, il y a beaucoup d'écueils à démêler avant de pouvoir arriver à une intégration poussée, on va dire. Jawad Kadoudi. Oui, et comme l'a dit mon collègue, ça pose beaucoup de problèmes. Et nous, notre rôle, c'est d'essayer de dire objectivement si le Maroc a intérêt ou pas à participer à cette organisation. Alors moi, je voudrais reprendre quand même ce qu'a dit Marcel Souza, qui est président de la commission de la CEDEAO, qui a émis un petit peu de critiques. Le fait que le texte de l'Union africaine a divisé le continent en 5 régions, et le Maroc fait partie bien sûr de la région nord et non pas de la région de la région ouest. Ça c'était la première critique. Oui. Et la deuxième, il dit ça risque de constituer un précédent, puisque le Tchad avait lui-même demandé à être membre de la CEDEAO, et si on admet le Maroc, on sera obligé de prendre le Tchad, et même la Tunisie a demandé également à adhérer. Donc effectivement, ça va poser des problèmes. Moi, je vous cache pas, je vous dis tout de suite ma position. Moi, je suis pour un accord d'association, peut-être un statut avancé. Un petit peu, j'ai réfléchi à cette idée, un peu comme l'union que nous avons avec l'Union européenne, c'est-à-dire le marché unique pour pouvoir exporter nos produits et faire des investissements, mais en gardant notre souveraineté, surtout monétaire. Oui, c'est ce que dit aussi, en quelques lignes, Marcel Dessouza, c'est-à-dire que le Maroc, selon lui, ne peut pas adhérer, en tout cas formellement, pour l'instant, à cette communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest. Pourquoi? Eh bien parce que c'est tout simplement un pays du Nord et non pas un pays de l'Ouest, mais il déclare quand même que ça va devoir être les chefs d'État des pays membres de la CEDEAO qui vont devoir trancher.
Si on en vient à la géographie pure, le Maroc est à l'extrême nord-ouest du continent. Donc il y a le mot ouest. C'est bon. Et en fait, le Monsieur De Souza lui-même le disait. Enfin, c'est une manière d'étirer l'ouest vers le nord. Mais je pense que là n'est pas le problème. Le vrai problème, comme le disait Sekerdouli, c'est qu'on voit que la Tunisie essaie d'adhérer au marché de la COMESA et même à la CEDEAO. Le Maroc le fait aussi. Si tel est le cas, c'est bien parce que l'UMA est à l'agonie. Si on avait une zone intégrée au Maghreb, la question ne se poserait pas et ça serait le Maghreb, l'UMA, qui discuterait avec la CEDEAO et avec les autres sous-régions. Pour une éventuelle fusion. Pour une éventuelle, en tout cas, mise en place d'un processus d'intégration avancé. Encore une fois, je pense qu'il y a des problèmes qui vont se poser, notamment celui de la circulation des personnes. Là, en l'occurrence, il faudra penser à revoir un peu la politique migratoire. Je pense que c'est une question qui est importante. On rappelle que ces pays de la CEDEAO ont un passeport, pour l'instant, plutôt commun, comme un espace Schengen avec une libre circulation des personnes. Absolument. Donc il faudra assumer ça. Il faudra aussi assumer le fait d'aller vers une monnaie unique. Pour nous, c'est quand même un élément de souveraineté qui est très important, souveraineté économique et politique est très important. Est-ce que le Maroc est prêt à franchir ce pas? Je suis pas sûr. Pour le reste, je pense que tout est envisageable. C'est-à-dire, en tout cas, rentrer dans une sorte de zone de libre-échange, ça serait bénéfique. Au contraire, ça ferait bénéficier les pays de la sous-région des accords qu'a le Maroc, notamment avec l'Union européenne et avec d'autres organisations. En tout cas, comme le président de la commission lui-même, De Souza, ce dont il parle déjà, il y a une commission paritaire qui a été créée, il y a des discussions qui sont en cours pour la signature d'un partenariat avancé qui viendrait d'ici 1 mois et demi, 2 mois. De là, les choses pourraient évoluer, mais il faut dire une chose, c'est qu'au-delà du traité, les chefs d'État sont souverains. La décision d'accepter l'adhésion d'un nouveau membre revient au chef d'État. C'est pas seulement une question de traité. Donc on peut s'imaginer, Jawad Khadoudi, au mois de juin, avec une décision ferme, presque unanime, des chefs d'État de ces pays d'Afrique de l'Ouest concernant l'adhésion du Maroc à la CEDEAO. On peut imaginer cela ? Effectivement. Ça reste un autre scénario d'ailleurs, possible. Le président de la commission a dit c'est une décision que peuvent prendre les chefs de l'État. Mais je pense qu'il faut, à part, effectivement, si près de la décision, c'est une bonne chose. Moi, je pense également qu'il ne faut pas insulter l'avenir. Notre espace naturel, c'est l'humain. Et maintenant, effectivement, c'est difficile à cause de l'Algérie, il faut le dire. Mais il faut pas insulter l'avenir. Peut-être que dans quelques années, les choses vont changer en Algérie. Et à ce moment-là, il faut revenir, et c'est ma position, moi j'ai toujours été un militant de l'Union du Maghreb, donc pour que on puisse revenir à notre espace naturel qui est l'UMA, quitte, comme je l'ai dit tout à l'heure, à avoir un statut avancé avec l'Union européenne. Il ne faut pas oublier que j'ai l'impression qu'on oublie un petit peu que l'Union européenne, c'est quand même les 2/3 de notre économie. Il faut consolider notre position sur l'Union européenne et consolider également notre position sur l'Afrique. Mais l'espace naturel, c'est l'humain. Et je voudrais terminer, si vous permettez, par le syndrome de Bruxelles. Vous savez, dans l'Union européenne, on dit tous les problèmes viennent de Bruxelles, et c'est vrai qu'au niveau de la souveraineté, notamment budgétaire, Bruxelles a beaucoup d'importance dans l'Union. Moi, je voudrais pas qu'on tombe dans le syndrome d'Abuja, c'est-à-dire que notre politique monétaire, et là je salue, et je le fais de bon cœur, le travail que fait Banque al Maghreb pour notre monnaie nationale, qui est le dirham, alors que beaucoup de ces pays-là ont le franc CFA.
Alors, est-ce que le Maroc va enlever le dirham pour entrer dans le franc CFA? Ouais. C'est quelque chose qui me paraît inimaginable. Lequel franc CFA est maintenant contesté et conspué même au sein même de cette zone. Oui, alors justement, on en est où par rapport à cette affaire de franc CFA? Parce que c'est vrai que beaucoup d'États d'Afrique de l'Ouest envisagent d'avoir leur propre monnaie, en tout cas, qui soit même déjà construite, faite au sein de ces États. Est-ce que ça avance, ce dossier-là, pour l'instant, Aziz Saïdi, ou pas? Ouais, je pense qu'il y a, dans l'opinion... On rappelle qu'elle est faite en France, cette monnaie, elle est fabriquée en France. Au-delà d'être fabriquée en France, elle rappelle... C'est une charge symbolique, au moins. Oui, elle rappelle quand même un héritage colonial qui est de plus en plus contesté. Et elle est considérée comme une relique d'un temps passé, si ce n'est que par le nom. Maintenant, il faut, par rapport à l'opinion publique, certes, il y a des voix qui se lèvent pour justement dire qu'il faut en finir avec le franc CFA, mais il faut dire aussi que le franc CFA a quand même des avantages pour cette région. C'est un élément, c'est un outil qui permet justement l'intégration régionale entre ces pays. Est-ce que on s'imagine mal abandonner le franc CFA du jour au lendemain sans une alternative? Il faudrait que ces pays déjà s'accordent sur la forme et sur un traité monétaire qui post-CFA pour pouvoir le faire. Est-ce qu'on peut imaginer une alternative qui pourrait être notamment dirigée par le Maroc sur un moyen long terme? Ça paraît difficile? Pour l'instant, ça, s'il y a adhésion à la CEDEAO, pour l'instant, ça paraît difficile, d'autant plus que le Maroc a pris une autre orientation. On est dans une pédagogie pour aller vers la flexibilité d'échange, du moins progressive, et je pense pas que beaucoup de pays, en tout cas de la région, ne peuvent pas se permettre ça. Donc on a des situations qui sont différenciées, contrastées au sein de cette région. Maintenant, il y a quand même quelque chose d'important à relever par rapport à cette demande d'adhésion, c'est qu'elle concerne quand même une région avec laquelle l'intégration est très très avancée, notamment à travers les banques marocaines, à travers les entreprises qui sont très présentes dans les pays qui font partie de la CEDEAO. La suite des Décodeurs Atlantiques ce matin avec nous, Aziz Saïdi, rebonjour. Bonjour Landry. Rédacteur en chef de la Tribune Afrique. Jawed Kaloudi également avec nous ce matin, rebonjour. Bonjour Benoît. Président de l'IMRI, l'Institut marocain des relations internationales. On parle du Maroc et de son intégration à la CEDEAO. On a déjà pratiquement une date, ça serait au mois de juin que les chefs d'État de la CEDEAO devraient se réunir et plancher donc officiellement sur cette demande d'adhésion. Ce que vous dites, messieurs, ce matin, c'est que finalement, c'est qui tout double pratiquement. C'est-à-dire que le Maroc, soit il adhère totalement à la CEDEAO avec un accord des chefs d'État, soit on peut se diriger vers un statut avancé. On peut résumer cela comme ça? Non, je pense pas qu'il faut dire ça. C'est pas un quitte au double. C'est une demande. On va voir la réaction des chefs d'État. Et ensuite, on pourrait envisager, comme on l'a dit tous les deux tout à l'heure, autre chose qu'une adhésion à part entière. Il faut pas dès maintenant enlever cette éventualité, soit d'un accord d'association, soit d'une zone de libre-échange, soit d'un statut avancé. Il y a plusieurs formules pour essayer de trouver une solution à ce problème. Quelles seraient les premières ententes, les premiers points d'entente qui pourraient être élaborés entre le Maroc et la CEDEAO, Aziz Saïdi? D'abord des accords douaniers? Un accord sur la libre circulation des biens et des services, ça serait, je pense, une bonne base de départ. Je voudrais juste aller un petit moment sur le volet politique des dividendes d'une éventuelle adhésion. C'est que quand même la CEDEAO, c'est l'une des organisations sous-régionales qui a montré son efficacité sur le terrain. On l'a vu sur la crise gambienne, on l'a vu dans pas mal de crises politiques de transition institutionnelle dans les pays ouest-africains. À la différence de l'Union africaine ces dernières années. À la différence justement de l'Union africaine. Donc forcément, si le Maroc va au chapitre au sein de la CEDEAO, ça augmenterait significativement son influence dans la région et même son aura internationale. Bon, du côté de l'Algérie, en tout cas, on fait la grimace pour l'instant. Hein. Après le retour du Maroc au sein de l'Union africaine, c'est maintenant la CEDEAO. Comment on peut expliquer comment explique la presse algérienne cette avancée fulgurante du Maroc, Aziz Saïdi? C'est un peu la ruée dans les brancards.
part, on est un peu pris de court, bien sûr. Donc, surtout que cette dynamique marocaine vient dans un moment où l'Algérie est dans un immobilisme le plus complet sur le plan continental. Donc, c'est clair que, en tout cas, moi, j'aime pas quand on parle de l'Algérie en tant que telle. Il y a des dirigeants, je pense qu'il y a beaucoup de gens en Algérie qui verraient d'un très bon œil le fait que les relations reprennent de manière cordiale entre le Maroc et l'Algérie, notamment les opérateurs économiques. Maintenant, d'autres ont d'autres intérêts. Une question que me pose Mohamed sur la page Facebook Le Décodeur Atlantique. Vous parliez tout à l'heure de la Tunisie, justement, Jawad Khalloudi, qui avait demandé à adhérer à la CEDEAO. Est-ce que si le Maroc adhère à la CEDEAO, la Tunisie peut relancer sa candidature ? C'est ce qu'a dit le président de la commission. Il a dit on a déjà le Tchad qui a demandé, qu'on a refusé. Si on admet le Maroc, on sera obligé, parce que c'est une organisation internationale, on sera obligé d'accepter et le Tchad et la Tunisie. Donc on risque de retrouver l'Algérie encore une fois isolée, peut-être au niveau de la CEDEAO, si il y a la Tunisie et le Maroc, Aziz Saïdi, Si vous permettez, juste sur votre question précédente, c'est vrai que l'Algérie voulait avoir la même mise sur l'Afrique. Toute sa politique pendant les dernières décennies, c'était d'abord d'avoir la même mise sur l'Union africaine, puisque plusieurs commissions sont présidées par des Algériens, et un peu sur l'Afrique. Si vous voulez, c'était la chasse gardée de l'Algérie. Et maintenant, le Maroc, grâce à sa politique très dynamique et à Sa Majesté Mohamed VI, il faut dire les choses telles qu'elles sont, le Maroc a non seulement repris sa place, mais est devenu un petit peu leader de l'Afrique. Donc ça gêne absolument l'Afrique, et comme l'a dit mon ami Aziz Saïdi, alors que l'Algérie est complètement immobile. Et ça, j'allais dire, tant pis pour elle, mais comme il a dit aussi, moi j'espère qu'un jour les relations entre l'Algérie et le Maroc s'améliorent, et comme je l'ai dit, qu'on puisse construire cet humain qui est notre espace naturel. Aziz Saïdi. Juste revenir, pour dire qu'il n'y a pas d'obligation si le Maroc est reçu en tant que membre avec un statut spécial ou membre à part entière, ça ne veut pas dire qu'automatiquement on donnerait la qualité de membre au pays qui le demanderait, parce que, encore une fois, c'est l'Assemblée des chefs d'État qui est souveraine et qui peut décider. Pour le cas de la Tunisie, on le voit, la Tunisie est en proie à des difficultés économiques, et justement la fenêtre africaine s'impose comme une bouffée d'oxygène. La Tunisie vient de faire la demande par rapport à la COMESA, qui est qui prend le marché de l'Afrique australe. Le Tchad fait déjà partie de la CEMAC. C'est la communauté économique des États d'Afrique centrale. Donc, il y a rien d'automatique. Mais par contre, si des gens, s'il y a des demandes de ce type, c'est quand même à mettre au crédit de la CEDEAO qui jouit d'une certaine attractivité. Donc, je voudrais qu'on termine juste par un homme qui pour l'instant joue un rôle important justement dans cette demande d'adhésion du Maroc à la CEDEAO, c'est Moa l'Africain. Moa Wali Tagma, désigné nouvel ambassadeur du Maroc pour la CEDEAO, quelques heures à peine après cette demande d'adhésion. Concrètement, quel est son rôle? Qu'est-ce qu'il va pouvoir faire jusqu'au mois de juin, Aziz Saïdi? C'est quand même un diplomate émérite qui jouit d'une grande expérience africaine. Le fait d'avoir des hommes clés dans des institutions clés ne peut être que bénéfique pour la position marocaine. Je pense que justement, le fait de faire cette demande d'adhésion, c'est pas fortuit, c'est quelque chose qui doit être, faire partie d'une stratégie long-termiste, et justement avoir des gens compétents qui puissent porter la volonté marocaine, ça ne peut être que bénéfique. 30 années passées notamment au niveau de la diplomatie africaine. L'axe Rabat-Abuja, concrètement, désormais c'est vraiment un axe qui se dessine de plus en plus, Jawad Khalloudi. Oui, mais encore une fois, moi je ne veux pas que, vous savez, je m'intéresse aux relations internationales. Bien sûr, l'axe Rabat-Abuja est important, mais l'axe Rabat-Bruxelles est aussi important. Et donc, il faut que le Maroc, et c'est mon point de vue,
puisse jouer de toutes ces opportunités, bien sûr avec l'Union européenne, avec l'Afrique qui est maintenant prioritaire. N'oublions pas aussi les pays arabes du Golfe qui nous apportent le financement, même pour notre politique africaine. Beaucoup de projets lancés en Afrique l'ont été grâce au financement des pays. Donc ce sont 3 axes, à mon avis, qu'il faut que notre diplomatie puisse travailler de façon, si vous voulez, approfondie. Dans un instant, on parle du retour de la famine en Afrique, juste avant la séance coup de gueule, coup de cœur. Coup de cœur, coup de gueule. On commence avec vous, Aziz Saïdi, un coup de gueule, un coup de cœur aujourd'hui ? Les deux, si possible. Allez, bonus, allez-y. Alors, je commencerai par le coup de gueule, et pour parler des fameux 4 missiles tirés par la Corée du Nord. Je pense que, même si l'information n'est pas passée inaperçue, on prend de moins en moins les menaces de Pyongyang au sérieux. Et je pense que justement, c'est quelque chose d'important qui puisait dans une région en proie à des tensions depuis pas mal de décennies. Ça peut être un élément très très dangereux, d'autant plus qu'on n'a pas de carte de pression sur Pyongyang. Alors pour le coup de cœur, moi qui aime bien le foot, et à part la victoire du Barça sur le PSG hier, l'information que j'ai retenue, c'est surtout celle de l'idée d'une candidature commune avec l'Espagne et le Portugal pour accueillir la Coupe du Monde 2026. Et le Maroc ? Oui, une candidature commune du Maroc avec l'Espagne et le Portugal. Très bonne idée selon vous, très bonne une excellente idée. Alternative à ce Canada, Mexique, États-Unis qui pourrait se dessiner. Absolument, d'autant plus que ça offre en tout cas une diversité culturelle qui est intéressante, avec des ponts historiques qui sont intéressants. C'est 3 pays de foot et je pense que justement avec la configuration en 48 équipes, il faut que ça soit une candidature commune. Nostalgique comme Sekerdou dit, on pourrait se dire si les choses en étaient autrement, que la candidature commune aurait été celle maghrébine ou Afrique du Nord, mais malheureusement c'est pas possible et donc je pense que c'est une très bonne chose. Javed Kaddoudi, un coup de gueule, un coup de cœur. Alors j'avais pensé au même coup de gueule que mon ami Aziz Saïdi. Non mais c'est vrai, et tous les deux je pense que c'est important. Voilà un dictateur à l'allure juvénile en plus, parce que quand on pense aux dictateurs, c'est toujours des gens vieux, etc., qui met vraiment la paix mondiale, parce que qu'à Dieu ne plaise, si jamais un de ces missiles touche le Japon, par exemple. Vous savez qu'il était à quelques kilomètres du Japon. Automatiquement, les Américains, parce qu'ils ont un traité avec le Japon, vont l'attaquer. Et il y a aussi l'arme nucléaire qui peut être utilisée par l'un ou par l'autre. Et donc, c'est vrai que c'est très, très dangereux. Et moi, je pense la seule façon d'essayer de résoudre ce problème, c'est de faire pression sur la Chine, parce que seule la Chine a une certaine influence sur la Corée du Nord. Et d'ailleurs, et je trouve que c'est une bonne initiative, les États-Unis ont installé des appareils antimissiles en Corée du Sud, et la Chine a réagi. Donc les Américains peuvent dire aux Chinois, si vous voulez pas qu'on installe comment on appelle ça, des batteries antimissiles. Des batteries antimissiles en Corée du Sud, vous n'avez qu'à faire pression sur la Corée du Nord pour qu'elle n'envoie plus de missiles. Voilà. Attention, et de plus en plus papal en tout cas. 9h48 sur Atlantique Radio, place à notre deuxième sujet. Le retour de la famine en Afrique, l'état de famine qui est déclaré donc depuis maintenant presque 4 semaines
au Soudan du Sud. 3 autres pays sont aussi fortement menacés, le Nigeria, la Somalie et le Yémen. Ce sont près de 20 millions de personnes qui sont directement donc touchées, 1,4 million d'enfants en danger de mort. D'abord, un mot sur la situation concrètement, parce qu'il y a beaucoup d'ONG qui se plaignent justement du fait de certaines zones qui ne sont pas atteignables, difficilement atteignables en tout cas pour venir en aide à la population. C'est en partie une des raisons qui explique cet état de famine de plus en plus répandu, parce que ces États n'arrivent pas à répondre et n'arrivent pas à couvrir l'ensemble des besoins de ces populations. Aziz Saïdi. Oui, bien sûr. Enfin, c'est une des raisons. Il y en a plusieurs. Je pense que l'instabilité politique ou la faiblesse de l'État central dans ces pays est un élément très important. On l'a vu, les mêmes difficultés en cours au Kenya et en Éthiopie, mais puisque l'État est quand même assez fort, il a réussi quand même à endiguer, du moins relativement, le fléau famine. Quand on parle de famine, il faut le dire, c'est 2 morts par jour. C'est la définition de l'ONU, oui. 2 morts par jour sur 10 000 habitants. Ça veut dire que c'est dire la situation difficile que vivent ces régions. Maintenant, il y a d'autres raisons et pendant la COP22 à Marrakech, on en a parlé. La question du changement climatique est aussi importante avec le phénomène El Niño ou encore El Niña. Ces pays, connaissent une sécheresse quasi historique qui frappe les récoltes. Il y a une instabilité politique. C'est toujours lié à des zones de conflit, des zones où il y a une insécurité, des zones où même les ONG, comme vous l'avez dit, ne peuvent pas accéder. Donc la conjonction de ces éléments fait que la situation devient délicate. Maintenant, vous avez cité le Sud-Soudan, et notamment la partie nord du pays qui est très touchée. Vous avez cité aussi, on peut citer la partie nord du Nigeria, qui, à cause du fléau Boko Haram, est en proie aussi à la famine. Il y a aussi la Somalie, à cause des Shebab. Le Yémen. Et le Yémen, le Yémen, on n'est pas, c'est pas en Afrique, mais c'est justement à cause d'un conflit aussi. Il y a d'autres pays qui peuvent être touchés, le Tchad, le Niger, les pays de la Corne de l'Afrique, avec des effets un peu plus relatifs. Mais en tout cas, la situation devient préoccupante parce que, je suis rédacteur en chef de la Tribune Afrique, un support panafricain, et on a été effaré du nombre de rapports d'ONG qui parlaient de milliards et de milliards. Et on n'arrivait plus, à un moment donné, à parler à compter ces milliards. Ces milliards qui sont en fait définis comme des besoins urgents. Alors, milliards de dollars. Des milliards de dollars. Des besoins urgents pour chaque pays. Alors maintenant, le problème, c'est que j'ai pas l'impression que la communauté internationale réagisse avec autant de virulence qu'il le faut. Et le problème, c'est que dans ce genre de fléau qui est la famine, si on ne réagit pas à temps, la situation peut vite basculer dans un aspect macabre. Jacques Louis, c'est vrai que pour l'instant, cette famine et ce retour de la famine dans cette partie orientale de l'Afrique, c'est pratiquement en silence radio dans la plupart des grands médias internationaux. D'abord, je voudrais signaler la situation dramatique. Il faut le dire, grâce à votre plateau, de cette situation et déplorer qu'en plein XXIe siècle, où il y a des produits alimentaires en masse. Moi, je pense au gaspillage que des produits alimentaires aux États-Unis, en Europe, et où des gens meurent de faim. Vous savez, nous-mêmes, quand on a faim, on sent la faim dans notre corps et donc lorsque ces gens-là sentent la faim et ne peuvent pas s'alimenter jusqu'à en mourir, mais c'est quelque chose de catastrophique. Et c'est pour cela, les causes ont été dites, les guerres civiles, la sécheresse. Moi, j'ajouterais la faillite des États. Vous savez, qu'est-ce qu'on appelle un État failli? C'est un État qui n'assure plus l'ordre, qui n'assure plus la sécurité, qui n'assure plus rien. Et malheureusement, dès qu'il n'y a pas d'ordre, dès qu'il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas de production ni agricole, ni industrielle, ni commerciale, ni rien du tout. Donc il y a à la base des problèmes politiques qu'il faudrait que la communauté internationale puisse essayer de trouver. Et là,
j'entends le silence de l'Union africaine. J'ai pas entendu parler. C'est la question que j'allais vous poser justement. Que fait l'Afrique pour l'instant sur ce Justement, dossier ? l'Union africaine, j'ai rien entendu. Alors que c'est un des problèmes très importants. Il faudrait que l'Union africaine, la première, parce que c'est elle qui est concernée, puisse apporter de l'argent. Parce que, comme a dit Sadi, il faut de l'argent. Je cite par exemple pour le Soudan du Sud, il faut 1,6 milliard de dollars. Donc c'est par milliard. Eh ben, il faut que l'Union africaine et aussi l'ONU, et là je fais confiance à Guterres, le secrétaire général de l'ONU, parce qu'il qui a alerté un petit peu sur la situation. s'est occupé beaucoup des réfugiés, il connaît bien ces problèmes, et je voudrais qu'on l'aide à trouver une solution. Aziz Saïdi. Moi, je voudrais dire qu'au-delà de l'urgence, parce que urgence il y a et il faut agir, il faut que la communauté internationale se mobilise. Vous l'avez dit, ce cri d'alarme n'est pas assez écouté. Il faut qu'il y ait une réponse, mais je pense aussi qu'il faut voir à long terme et qu'il faut se dire que le continent fera face à des problèmes récurrents de ce type, parce que il y a un problème de sécurité alimentaire. Et j'abonderai dans le sens de Cycle Doudi, il y a un rapport de la FAO qui explique que justement, rien qu'à travers la nourriture gaspillée, on pourrait nourrir plusieurs fois l'Afrique. Donc ça c'est clair. Maintenant, il y a des problèmes de sécurité alimentaire et qui ont trait justement au secteur agricole africain. Alors, le Maroc, justement, à travers le groupe OCP et à travers justement les visites royales dans les différents pays africains, tente à mettre en place des unités pour des engrais qui puissent justement maximiser, optimiser le rendement agricole pour assurer cette sécurité alimentaire. C'était l'un des enjeux d'ailleurs du sommet africain de l'action concomitant à la COP22, et c'était l'une des résolutions les plus importantes. Donc je pense qu'il faut répondre à l'urgence actuelle, mais il faut aussi poser les bases de solutions beaucoup plus pérennes pour assurer justement la sécurité alimentaire. Ça passe par les engrais, ça passe par une politique agricole bien pensée, mais ça passe aussi par un œil plus lucide sur les questions de terres arables, sur les questions de démographie, sur beaucoup de choses. Donc parce que la démographie va exploser, hein, on le rappelle. Hein, c'est vrai que d'ici 25 ans, on sera pratiquement le double sur le vieux continent. Donc moi je suis tout à fait d'accord avec Sadi. La priorité de l'Afrique doit être l'agriculture, parce que il faut alimenter les gens. Le premier besoin de l'être humain, c'est d'abord l'alimentation. Pour l'instant, donc il y a une solution marocaine qui doit être encore davantage peut-être mise en œuvre. L'initiative triple A. Bien sûr, le Maroc peut apporter son expertise et aussi par l'OCP évidemment les engrais, mais le problème le Maroc peut contribuer, mais je pense que le problème est beaucoup plus grave. Il faudrait que d'abord que les Africains eux-mêmes, parce qu'il y a une euphorie. Moi, j'ai toujours lutté, je vous cache pas, quand dans les forums, j'entends l'Afrique est extraordinaire, l'Afrique est prospère, l'Afrique, il y a les croissances, etc. Tout ça, c'est bon, mais il faut voir les réalités. Il faut voir que dans des pays africains, les gens meurent de faim. Donc il faut d'abord donner la priorité à l'agriculture, et il faut, moi je pense aux semences, les semences sont très importantes, et aussi comment lutter contre la sécheresse, parce que beaucoup de pays africains souffrent de la sécheresse. Donc il faut et la FAO, moi je trouve que la FAO ne fait pas assez. La FAO, c'est son rôle de faire beaucoup plus. Une question aussi de financement, en tout cas, peut-être davantage de solutions, notamment sur la prévention des famines, Aziz Saïdi, qu'il faudrait mettre en place. Absolument, comme je vous l'ai dit, il faut une réponse urgente à la situation actuelle, mais il faut aussi s'inscrire dans un schéma long-termiste en voyant vraiment les politiques publiques de développement. L'agriculture est un élément très très important.
je nuancerai par contre ce que vous venez de dire sur la situation économique en Afrique, parce qu'il y a des pays qui sont en avance, comme il y a des pays, et puis il y a des pays très diversifiés. Et il y a des pays comme le Rwanda qui sont sortis d'un génocide pour directement vers un essor économique très très important. Donc voilà, la situation est très très contrastée. Par contre, c'est clair qu'il y a des tendances qui sont fermes, qui sont celles de l'insécurité, notamment dans la bande du Sahel, et qui sont celles des changements climatiques. Ces deux données-là sont à prendre avec le plus grand sérieux pour la mise en place d'une stratégie long-termiste, parce que de toute façon, l'Afrique ne pourra pas en faire l'économie. Avec de l'expertise africaine, bien évidemment. Merci messieurs. Aziz Saïdi, rédacteur en chef de La Tribune Afrique. Merci. Jawed Kaddoudi, président de l'IMRI, l'Institut marocain des relations internationales. Vous restez avec nous dans un instant. Votre émission citoyenne, Les Experts Atlantiques, avec Faisal Tadlaoui à 10h, le point info en langue arabe, Mourad Baba. Je vous retrouve demain pour un prochain